Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Elle est la divine, la voix d'or et le premier monstre sacré. Sarah Bernard est la plus grande actrice française de la Belle Époque et la première star internationale au monde. Sa vie est une pièce de théâtre rocambolesque, motivée par son envie de plaire à tous et jusqu'à son dernier souffle. Alors que l'on fête le 100e anniversaire de sa mort, je vous emmène dans les coulisses de la vie de Sarah Bernard, où se sont croisés Victor Hugo, George Sand et tant d'autres. Que le spectacle commence. Sarah Bernard, divine comédienne. Acte 1. Quand même. Nous sommes quelque part au fin fond des États-Unis en 1881. Comme bien souvent dans ces contrées hostiles, le producteur de Sarah Bernard a fait raser un champ et monter des tréteaux à la hâte sous un barnum. Tous les cow-boys et les Indiens du coin se sont réunis pour voir la star qu'on leur promet. Qu'elle joue Phèdre ou Froufrou n'a vraiment aucune importance. De toute manière, la grande Sarah Bernard ne joue qu'en français, et ici, personne ne parle français. La divine apparaît enfin sur scène. Elle déclame avec sa voix d'or. Elle allonge les voyelles en vibrato saisissant. D'habitude, les gens pleurent en l'écoutant. Mais là, un énorme bruit interrompt l'actrice. C'est un coup de feu, et puis un autre. C'est un vrai boucan. On se croirait sur un champ de bataille. Ça n'arrête pas de brailler dans le public. Furieuse, Sarah quitte la scène et houspille son producteur. Elle ne va pas jouer dans ces conditions, mais c'est quoi ce raffut ? Mais le producteur trouve vite les bons mots pour apaiser Sarah. Ici, quand les gens sont contents, ils tirent en l'air. C'est comme ça. Et le public est très heureux de la voir. Retrouvant sa superbe, l'actrice remonte sur scène. Mais une nouvelle surprise l'attend. Les gradins sont vides. Dans ses premiers souvenirs, il y a les embruns de la mer sur la côte bretonne près de Quimperlé. La petite Sarah est née vers 1844. En fait, on ne connaît pas l'année exacte de sa naissance à cause de l'incendie de l'hôtel de ville qui a détruit son état civil en 1871. Elle grandit loin de Paris auprès de sa nourrice qu'il a surnommée Bouquet de Lèze, fleur de lait, à cause de son teint d'albâtre. Yule, sa mère, est une demi-mondaine, c'est-à-dire qu'elle est une prostituée de luxe. C'est une juive d'origine hollandaise. Mère à 16 ans, elle ne pouvait pas garder sa fille auprès d'elle si elle voulait continuer à travailler. La fillette fait rapidement preuve d'un gros caractère. Un jour, elle doit avoir dans les 5 ans, sa nourrice l'installe dans une chaise haute près de la cheminée pendant qu'elle vaque à ses occupations à l'extérieur. Le mari de la nourrice est cloué au lit par un limbago, mais il n'est pas très loin. Sarah ne veut pas rester dans sa chaise haute. Alors, elle se balance jusqu'à ce que le loquet de la chaise saute et qu'elle puisse en descendre. Mais les mouvements de la fillette sont maladroits et elle tombe dans la cheminée. Elle hurle. Le mari de la nourrice hurle aussi et des voisins se précipitent pour sortir la petite Sarah toute roussie du foyer. On la met immédiatement dans un seau de lait frais et on lui fait des emplâtres de beurre et de crème pour guérir ses brûlures. Par miracle, elle n'en gardera aucune séquelle, mais elle conserve une manie, faire ce qu'elle veut quand même. Vers 9 ans, elle joue avec un cousin dans la campagne. L'enfant la défie de franchir d'un seul bond un large fossé. C'est mission impossible pour une gamine petite et maigrichonne. Mais Sarah s'élance et dégringole dans le fossé. Résultat, les jambes râpées et un poignet cassé. Alors qu'on la dispute, Sarah promet que si on la met au défi, elle recommencera quand même. Voilà, vous savez pourquoi « quand même » deviendra sa devise. Épuisée par les sottises de cet enfant qui n'a aucune éducation, Yule la place dans un pensionnat tenu par des religieuses. Sarah est enchantée. Elle rêve maintenant de devenir bonne sœur. Elle voit ça comme une vocation d'exalter, quelque chose qui la remplirait d'amour et de grâce. Mais Yule ne veut pas que sa fille entre dans les ordres. Et la raison de son refus est pragmatique. Une religieuse ne gagne pas d'argent.
Elle espère marier cet enfant pour laquelle elle ne ressent aucune affection. Elle n'aime pas beaucoup cette petite négresse blonde, comme elle l'appelle à cause de sa chevelure impossible à discipliner. Sarah, qui est devenue une adolescente gracile au regard bleu perçant, possède une épaisse chevelure crépue qui déplaît à sa mère. Elle n'a rien à voir avec ses deux jeunes sœurs, Jeanne et Regina, des petites blondes au visage d'ange. À 14 ans, Sarah fait donc son entrée dans le monde. Enfin, dans le demi-monde, pour être plus exact. Parmi les amis de maman, il y a le président Félix Faure et le duc de Morny, le demi-frère de Napoléon III. Alors que les amis de maman commencent à lorgner sur l'adolescente, le duc de Morny décèle en elle une intelligence et un charisme naissant à travailler, comme un diamant brut. C'est lui qui a l'idée de lui faire passer le concours du conservatoire. Si Sarah ne veut pas se marier, elle sera actrice. Et à cette époque, il existe toujours une porosité entre le monde du théâtre et celui de la prostitution. Au début, Sarah n'est pas convaincue. Mais le duc de Morny l'emmène un soir à la Comédie Française, le plus prestigieux théâtre du pays, où l'on joue Britannicus de Racine. Pour la jeune fille, c'est un nouvel éblouissement. Sarah veut être une princesse et le français sera son palais. Elle est décidée à devenir la plus grande actrice de tous les temps. Mais il y a du travail avant d'y parvenir. Suite à cette décision, les amis de Yule lui font parvenir toutes les pièces du répertoire. Mais Sarah a un mal de chien à les lire. Tout ce qu'elle aime, c'est Jean de La Fontaine. Elle ira donc passer le concours du conservatoire en récitant un de ses poèmes, « 2 pigeons s'aimaient d'amour tendre ». Le jour du concours, quand le directeur du conservatoire lui demande si elle aime le théâtre, Sarah répond avec une franchise désarmante « Non, monsieur ». Malaise dans la salle. Mais comme elle est la protégée de Morny, personne ne dit rien. Et voilà la jeune Sarah qui commence à déclamer du La Fontaine. 2 pigeons s'aimaient d'amour tendre. L'un d'eux, s'ennuyant au logis, fut assez fou pour entreprendre un voyage en pays lointain. Bon, enfin, vous avez compris, je ne vais pas vous la réciter en entier, c'est pas moi qui passe l'audition du conservatoire. En entendant cette fable, une partie du jury est consternée. On se croirait à l'école. Mais voilà, comment rabrouer la protégée du duc de Morny. C'est comme ça que Sarah intègre le conservatoire. Elle en sort avec un second prix de comédie à la fin de sa formation. Sarah aurait voulu plus, mais elle a déjà accompli tant de travail pour améliorer sa diction catastrophique. Encore une fois, grâce aux relations de sa mère, Sarah intègre la Comédie Française. Elle a 18 ans. C'est là qu'elle fait ses débuts dans Iphigénie. Les critiques sont tièdes, mais Mademoiselle Bernard est bien déterminée à être la meilleure. Elle espère trouver dans l'admiration du public l'amour que sa mère lui a toujours refusé. Alors elle travaille, elle répète avec obstination quand un drame inattendu survient. Une fois par an, la Comédie Française organise une cérémonie en l'honneur de Molière. Les sociétaires défilent devant le buste du plus grand auteur de théâtre français, dont on raconte qu'il est mort sur scène, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais c'est une autre histoire. Sarah participe à l'événement avec sa petite sœur Regina, cet ange blond ravissant à qui on ne peut rien refuser. Mais Regina est distraite et elle marche sur la traîne de la robe de Madame Nathalie, une vieille sociétaire aux allures de Castafiore. Madame Nathalie se retourne, gifle vertement la gamine qui se heurte à une colonne et tombe sur le sol, le visage en sang. Pour éviter les reproches, Madame Nathalie, en comédienne consommée, fait mine de s'écrouler. Et de son côté, Regina pleure, la grosse vache l'a ruée pour rien. Et oui, Regina parle aussi mal qu'elle est jolie. Furieuse, Sarah gifle à son tour Madame Nathalie. Elle ne sait pas qu'elle vient de déclencher une guerre. Malgré les suppliques du directeur, Sarah refuse de présenter ses excuses à Madame Nathalie. En guise de réponse, la vieille diva lui fait retirer son premier rôle dans Dolores, où Sarah devait se faire remarquer par la critique. C'en est trop. La jeune fille déchire son contrat et claque la porte du français. Comme il faut bien travailler, elle accepte de jouer dans des pièces au théâtre du gymnase. Mais le répertoire n'est pas le même qu'à la Comédie Française et Sarah n'est pas taillée pour les mauvais vaudevilles. Sa mère l'accable en lui disant qu'elle est ridicule sur scène.
Déprimée, Sarah décide de mettre fin à son contrat au gymnase. Dans sa lettre au directeur, elle écrit « Ayez pitié d'une pauvre petite toquée ». Malgré ces mots, Sarah continue à croire en son destin. Elle veut être la meilleure comédienne de Paris, quand même. Comme Sarah a du mal à joindre les deux bouts, elle fait ce que beaucoup d'actrices sont obligées de faire. Elle se prostitue. Mais ça n'a rien de vraiment glauque parce que les clients de Sarah sont très riches. Elle fait partie du haut du panier. Parmi ses amants, il y a le prince de Ligne, l'une des plus prestigieuses maisons de Belgique. Il la couvre littéralement de diamants. Il est aussi probablement le père du fils unique de Sarah, Maurice, qui naît en 1864. Après cette parenthèse aussi idyllique que lucrative, Sarah revient à Paris. Elle devient manifestement la maîtresse de l'un des directeurs du théâtre de l'Odéon, Monsieur Ducanel. Il l'a fait donc embaucher dans son théâtre malgré les réticences de son associé Monsieur Chilly. Au moment de la signature du contrat, Chilly lui fait remarquer qu'il était contre son recrutement. Sarah lui répond du tac au tac « Signé avec vous, je n'aurais pas signé. Nous sommes quittes ». Malgré ses chicaneries, l'Odéon est un tournant dans la vie de Sarah Bernhardt. Elle triomphe dans Athalie. Maintenant, elle est devenue une star que tout Paris acclame. Le public pleure en l'entendant déclamer. Alexandre Dumas ne tarit pas d'éloges et George Sand la surnomme « ma petite Madone ». Il semblerait que les deux femmes aient même eu une relation. Et oui, Sarah a beaucoup d'amants, mais elle aime aussi avoir des amantes à l'occasion. Sarah Bernhardt n'a pas 30 ans et tout Paris est à ses pieds. L'empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie font même partie de son public. Personne ne sait alors que le Second Empire vit ses dernières heures. Le 4 septembre 1870, Napoléon III essuie une défaite à Sedan face aux Prussiens. Il doit abdiquer et la Troisième République est proclamée. Sauf que la guerre n'est pas finie. En septembre 1870, les Prussiens assiègent Paris. Tous les théâtres sont obligés de fermer. La carrière de Sarah Bernhardt s'interrompt brusquement. À défaut d'être une héroïne sur les planches, elle décide de devenir une héroïne de la patrie. Acte 2. La première star internationale. À cause de la guerre, Sarah Bernhardt ne peut plus monter sur scène. Ce n'est pas une raison pour ne pas jouer un rôle. Et cette fois, la comédienne veut être infirmière. Elle obtient du ministère de la Guerre, où elle a un amant, d'ouvrir un hôpital dans le théâtre de l'Odéon. Il fait particulièrement froid pendant le siège de Paris entre septembre 1870 et janvier 1871. Les blessés sont entassés dans les couloirs du théâtre. Sarah ordonne de faire brûler les décors et les sièges pour les réchauffer. Aux portes de Paris, les canons croupes grondent en permanence. Les boulets menacent les monuments de la ville. Une partie d'entre eux s'écrasent près de l'Odéon et font trembler les murs. Soudain, Sarah comprend ce qui se passe. Elle abandonne ses malades, fonce dans les escaliers et monte sur le toit du théâtre. Sur le faîtage, il y a un drapeau français. C'est ça que les Prussiens visent. Elle le détache elle-même avec fureur et promet qu'elle viendra le remettre à sa place à la fin de la guerre. En janvier 1871, la guerre s'achève. La France perd l'Alsace et la Lorraine, les théâtres ouvrent à nouveau, le pays veut oublier sa défaite et Paris devient la capitale de la fête. C'est la belle époque, la période sans conflit entre 1871 et 1914. Sarah est l'élue du public, comme elle l'écrit dans ses mémoires. Mais elle devient aussi l'élue d'un des plus grands auteurs de cette époque, Victor Hugo. On peut même dire qu'il est fou d'elle. Il lui offre le rôle de la reine dans Ruy Blas. C'est lui qui lui donne le surnom de Voix d'or. Évidemment, la Comédie Française oublie ses vieilles querelles avec la comédienne et lui fait un pont d'or pour retourner dans la maison de Molière. C'est là qu'elle enchaîne les triomphes avec Phèdre puis Hernani. Si tout Paris l'adore, elle a aussi quelques détracteurs qui se moquent de son physique et la surnomment « le retour des os ».
Et oui, Sarah Bernard est toujours maigre et la phtisie qu'elle a contractée n'arrange rien. La phtisie, c'est la maladie des cocottes. C'est le nom glamour de la tuberculose au XIXe siècle. Les années 1870 sont pour elle des années de frénésie artistique. Sarah pose pour tous les grands photographes comme Nadar. Ses fans s'arrachent les clichés comme ils l'auraient suivi sur Instagram si elle avait vécu aujourd'hui. Elle devient aussi l'une des premières égéries de la réclame, l'ancêtre de la publicité. On la paye des fortunes pour vanter sur des affiches les qualités d'un parfum ou de cosmétiques. Elle sait aussi faire parler d'elle en jouant les originales. Depuis la mort de ses sœurs et de sa mère, emportée par la phtisie et l'abus de morphine, elle est devenue presque gothique. Elle épingle des chauves-souris empaillées sur ses chapeaux, elle porte un scarabée vivant en sautoir et un crâne humain baptisé Sophie attaché à sa ceinture. Elle sait même acheter un cercueil en bois de rose dans lequel elle fait des siestes. Elle s'y allonge aussi pour apprendre ses rôles. Évidemment, elle s'arrange pour que tout Paris soit au courant et se fait photographier dans sa boîte capitonnée. Elle sait qu'il n'y a pas de bad buzz, comme on dirait aujourd'hui, et tant mieux si les gens en font des gorges chaudes. L'important, c'est qu'on parle d'elle et qu'on vienne la voir au théâtre. Personne ne meurt mieux sur les planches que Sarah Bernard. Quand elle joue Phèdre, elle syncope et crache du sang, merci la tuberculose. C'est fascinant et émouvant à la fois. Quand elle fait un caprice de diva, elle menace de ne plus mourir sur scène si elle n'obtient pas ce qu'elle veut. C'est dire si ses innombrables morts sont célèbres. Quand Sarah se repose, elle sculpte. Il s'avère qu'elle a un talent fou pour modeler la glaise. Là encore, elle met en scène ses hobbies. On la photographie dans son atelier habillée d'un pantalon et d'une chemise blanche pendant qu'elle modèle son visage ou celui de ses sœurs dans la terre molle. Ces bustes ont un tel succès qu'ils sont exposés. Rodin, qui est un misogyne patenté, en crève de jalousie. « C'est une honte d'exposer ces saloperies !» s'écrie-t-il. Mais rien n'entame le succès de Sarah. Elle s'offre même le luxe de claquer une seconde fois la porte du Français. De toute façon, les gens se déplacent pour elle. Elle n'a plus besoin de cette vénérable institution pour exister. Elle commence à faire des tournées en Europe jusqu'en Russie. Il y a quand même un pays où elle refuse d'aller jouer. Je suis certaine que vous avez deviné. C'est en Allemagne, bien sûr. Elle n'a pas oublié la guerre de 70. Entre 1880 et 1881, elle fait sa première tournée aux États-Unis. Elle triomphe à nouveau dans le rôle de la dame aux camélias de Dumas fils. C'est à cette occasion qu'un bonimenteur lui demande de venir poser auprès d'une baleine qui s'est échouée sur les côtes. C'est spectaculaire. Sarah Bernard ne peut pas rater ça. Mais quelques jours plus tard, l'actrice découvre que la photo a été détournée. Elle est utilisée pour vendre des corsets à baleines Sarah Bernard sur lesquels elle ne touche aucun droit. Mais elle n'a pas le temps de s'occuper de ses contrariétés juridiques. Miss Bernard doit donner 156 représentations dans plus d'une cinquantaine de villes. Son agent lui affrète un train Pullman pour ses déplacements où elle possède ses propres appartements. Pour l'actrice, c'est une aventure permanente. Pour sa troupe épuisée, c'est un cauchemar. L'argent coule à flot, mais il est chèrement gagné. Cette tournée donne lieu à des scènes ubuesques. Parfois, on ne distribue pas le bon livret aux spectateurs. Mais ce n'est pas grave, car ils ne comprennent rien au français. Les cow-boys et les Indiens qui viennent la voir sous les Barnum ne font pas la différence entre Phèdre, reine d'Athènes amoureuse de son beau-fils Hippolyte, ou Froufrou, une courtisane parisienne. Et au fond, pour eux, peu importe. C'est la star Sarah Bernard qu'ils viennent voir. Un jour, alors que Sarah incarne l'un de ses rôles sur scène au fin fond de l'Ouest américain, des coups de feu retentissent. Folle furieuse d'avoir été interrompue, la divine retourne dans sa loge. Son agent la calme, les Américains sont comme ça, ils tirent en l'air parce qu'ils sont contents. Alors s'ils sont contents, ça va. Rassurée, Sarah remonte sur scène, mais elle découvre que le public est parti. Son agent lui explique encore que les spectateurs ont vu la star. Il n'est donc pas utile de rester jusqu'au bout. Drôle de tournée. Enfin, Sarah rentre en France avec un pactole d'1 million de francs or. De retour en Europe, elle rencontre Jacques Damala. Cet homme est un officier militaire grec qui rêve d'être comédien. Il se rapproche de Sarah pour arriver à ses fins et elle, naïvement, elle tombe amoureuse. Je dois avouer que sa candeur sur ce coup m'étonne un peu.
Mais le couple Damala-Bernard, c'est un peu les Brad Pitt et Angelina Jolie du 19e siècle. On ne fait pas plus glamour qu'eux. Et elle a sans doute compris qu'on est plus fort à deux. Hélas, Damala se noie dans l'alcool et dans les drogues sans que Sarah puisse l'aider. Mais ça n'entame pas son succès à elle. En 1884, elle triomphe encore dans Théodora de Victorien Sardou. Ce dramaturge complètement oublié aujourd'hui écrivait des tragédies historiques romantiques très à la mode à son époque. Sarah Bernhardt se fait faire d'incroyables costumes inspirés par les représentations de l'impératrice byzantine. Sardou lui écrit d'autres pièces tragiques qui sont autant de succès comme la Tosca ou Cléopâtre. En 1890, alors qu'elle a environ 45 ans, elle interprète Jeanne d'Arc de Jules Barbier. Quand l'inquisiteur lui demande son âge et qu'elle répond, la voix vibrante d'émotion, « J'ai 17 ans », les spectateurs se lèvent pour l'applaudir. Dès qu'elle est sur scène, elle électrise la salle. On considère dès lors qu'il y a 5 sortes de comédiennes. Les mauvaises, les possibles, les bonnes, les excellentes et Sarah Bernhardt. Il faut comprendre ce que ça représente à une époque où il n'y a pas de télé, pas de radio, pas de réseaux sociaux. Les stars ne viennent que des planches et elle est la plus grande star du monde. Maintenant, on l'invite en tournée jusqu'en Australie et en Amérique du Sud. Elle est la première star internationale, c'est une femme, et elle est française. En 1894, elle entame une collaboration de 5 ans avec le peintre Mucha pour ses affiches. Vous avez tous déjà vu des affiches de Mucha ou inspirées par Mucha. C'est la quintessence de l'art nouveau avec ses formats allongés et ses motifs floraux et végétaux qui forment un cadre délicat autour de la figure centrale. Sarah devient le modèle esthétique de cette époque. Femme liane, mince, longiligne, avec une abondante chevelure ornée de fleurs qui illuminent son visage. Elle est la divine, nouvelle déesse dans un monde éclairé par les feux de la rampe. Fini l'attrait pour les matrones enrobées. Maintenant, on aime les frêles jeunes femmes lascives, et c'est Sarah qui contribue à lancer cette mode. En 1896, elle triomphe encore dans Lorenzaccio de Musset. C'est elle qui joue le rôle titre, un rôle d'homme. Les costumes masculins lui vont parfaitement, c'est à peine si elle a besoin de bander sa poitrine. Cette année-là, elle fait une nouvelle tournée aux États-Unis. Et 1900 arrive enfin. Le siècle change. Paris accueille une nouvelle exposition universelle et la Tour Eiffel, qui date de l'exposition de 1889, est toujours là. Il commence à se murmurer qu'elle ne sera pas démontée de sitôt. Paris est électrifié, Sarah Bernhardt a environ 55 ans et elle triomphe encore dans l'Aiglon de Rostand qui raconte la mort du fils de Napoléon âgé de 21 ans. Évidemment, c'est elle qui joue l'Aiglon dans un beau costume militaire blanc. 2 ans plus tard, elle accepte d'aller jouer cette pièce en Allemagne pour ses tirades anti-prussiennes. Et oui, elle n'a toujours pas digéré la guerre de 70. À l'occasion d'un gala en présence du gratin mondain allemand, elle lève même son verre à la France et demande à l'orchestre de jouer la Marseillaise. On ne fait pas plus patriote. La décennie suivante se passe en nouvelle tournée à travers le monde. En France, on l'aime toujours, mais on va maintenant applaudir sur scène la nouvelle génération de cocottes et d'artistes scandaleuses comme Liane de Pougy, la belle Otero ou même Colette. Sarah reste malgré tout Notre-Dame du théâtre, comme le dit le jeune dramaturge Sacha Guitry, qui lui rend souvent visite depuis qu'il est enfant. En 1914, la guerre éclate alors que Sarah Bernhardt vient de recevoir la Légion d'honneur. Le gouvernement français lui demande de ne pas rester à Paris par crainte que les Allemands ne prennent la capitale et n'enlèvent ce trésor national. Elle se réfugie donc à Andernos, près d'Arcachon. La divine a environ 70 ans. L'un de ses genoux l'a fait terriblement souffrir à cause d'une tuberculose osseuse et de plusieurs chutes pendant sa carrière. Elle exige d'être amputée, comme tous les soldats blessés au front. Mais la divine refuse de porter une jambe de bois. À l'époque, ces appareillages sont très compliqués et peu efficaces. Elle préfère se faire fabriquer une chaise à porteur qui lui vaut un nouveau surnom, la Mère Lachaise. À peine remise, la divine joue à nouveau au théâtre. Elle bouge peu sur scène, mais fait l'effort de se redresser pour le salut. Et pourtant, elle trouve qu'elle en fait trop peu pendant que les soldats meurent au front.
C'est auprès d'eux qu'elle doit être. En 1916, Sarah Bernhardt participe donc au théâtre des armées à quelques kilomètres des premières lignes. Certains poilus venus des campagnes françaises vont au théâtre pour la première fois et découvrent émerveillés l'icône Sarah Bernhardt. Une icône. C'est ce qu'est devenue Sarah après la guerre. Elle se produit désormais peu sur scène et ses admirateurs se déplacent chez elle. Colette se souvient d'un dîner chez ce monstre sacré. Elle est stupéfaite par l'azur floral de ses yeux vibrants de jeunesse dans leur lacis de rides. Je voudrais que ce soit mes mots pour la décrire, mais ce sont bien ceux de Colette. En 1923, Sacha Guitry souhaite donner à Sarah un nouveau rôle dans son film La Voyante. La comédienne est si faible qu'on tourne chez elle pour lui éviter de se déplacer. Assise dans un fauteuil, elle ressemble à une petite vieillarde qui attend qu'on l'appelle sur le plateau. Quand on lui dit que c'est à elle, elle s'anime soudain. D'un coup, elle semble avoir 30 ans. Mais Notre-Dame du théâtre n'aime pas se voir sur la pellicule. Effarée, elle s'écrie « Suis-je donc si mauvaise ?» Elle meurt le 26 mars 1923, avant la fin du tournage. Ce jour-là, tous les théâtres de Paris baissent leurs rideaux. Ces funérailles sont un événement populaire. Une foule compacte se masse sur le trajet du cortège funèbre. Les Français tenaient à rendre hommage à leur première star. Elle est enterrée au Père-Lachaise dans la même fosse que sa mère Youle, qu'il a pourtant si peu aimée. Mais elle repose quand même auprès d'elle. C'est la fin de ce récit consacré à Sarah Bernhardt. Merci de l'avoir écouté. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio, et c'est aussi un travail d'équipe. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot et Adèle Imbert. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Kelly Decroix et Romain Vintillas. Et moi, l'auteur de ces récits, je vous donne rendez-vous très vite sur votre plateforme d'écoute préférée. Oui, je sais, j'ai pas tout dit, j'ai pas parlé de son boa, de ses 2 lions, des lézards, des tortues incrustées de pierres précieuses. Ah oui, puis elle avait des chiens aussi. Mais c'est banal, des chiens. Bon, enfin, il y en a un qui s'est fait manger par son alligator, Aligaga. Aligaga, c'est celui qui est mort d'une overdose de champagne. Bon, enfin, si on continue comme ça, on va pas s'arrêter, hein. Il faut savoir baisser le rideau. Allez, fin des rappels. À bientôt sur votre plateforme d'écoute préférée.